Alors, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire avec Madame Dumaresque. Nous allons parler avec une proche aidante qui va nous donner son témoignage de son expérience avec son conjoint. Donc, je suis Isabelle Vedel. Je suis médecin de santé publique et professeure au département de médecine de famille de l'Université McGill. Et je suis un des chercheurs qui se sont occupés de ce projet extraordinaire avancé avec un trouble neurocognitif. Donc, je vais faire une brève introduction du projet. Et puis, Madame Dumaresque nous partagera son expérience. Vous pouvez poser des questions dans le chat en bas de votre écran. Normalement, c'est en bas, dans le Q&A, Q et A, en bas de votre écran, où vous pouvez lever la main pour poser des questions à Madame Dumaresque ou sur le projet. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Donc, Avancer avec un trouble neurocognitif est un projet de recherche auquel participent 5 pays et 3 provinces au Canada, le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Et aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est le webinaire avec Madame Dumaresque, intitulé « Les besoins des proches aidants, que peuvent faire les médecins de famille et les aides professionnels de la santé ». Donc, je vais vous introduire brièvement le projet Avancer avec un trouble neurocognitif. Puis, je vais présenter Madame Dumaresque et elle va nous partager son expérience. Donc, qu'est-ce que le projet Avancer avec un trouble neurocognitif? Pour ceux qui ont déjà assisté à nos webinaires, ça peut être un peu répétitif, vous pouvez faire une petite sieste. C'est un projet international qui vise à fournir des suggestions sur la communication d'un diagnostic, améliorer le soutien fourni après un diagnostic et surtout donner de l'espoir aux personnes atteintes et à leurs familles, à leurs proches aidants. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce projet, c'est que ça a été conçu par des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, des proches aidants, des professionnels des services de la santé et sociaux, et aussi pour ces mêmes personnes. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Madame Dumaresque avec nous, qui va nous partager son expérience. Juste avant de passer la parole à Madame Dumaresque, je vous rappelle comment vous impliquer. Vous avez un court questionnaire qui va vous être envoyé sur ce webinaire et merci de le remplir. Vous pouvez utiliser le site internet que nous avons et le faire connaître aux autres. Vous pouvez donner votre avis sur le site web par rapport à vos expériences avec les soins. On vous enverra des détails. Donc, soit remplir un questionnaire de 15 à 20 minutes et il y aura un tirage au sort pour une carte cadeau de 50 $ ou un entretien un peu plus long de 30 à 40 minutes avec un de nos assistants de recherche. Et vous allez avoir une carte cadeau de 25 $ qui vous sera offerte systématiquement. Pour les professionnels des services de santé et sociaux, vous pouvez participer à un entretien de 30 à 40 minutes avec une carte cadeau de 25 $ qui vous sera offerte aussi. Donc, sans plus attendre, je vais présenter Madame Dumaresque, qui a un parcours, je crois, extrêmement intéressant pour le projet d'aujourd'hui. Elle a un baccalauréat en arts qu'elle a obtenu à la suite de la complétion d'un certificat en psychologie et en autres sciences sociales. Et elle a suivi après des études supérieures spécialisées en santé mentale. Elle est aussi éditorialiste au journal Le Sans Papier de la TELUC, l'université à distance de l'Université de Québec. Et elle s'interroge entre autres sur la cybernétique, une technologie de l'esprit et malaise dans la civilisation, visant l'administration de méthylphénidate, un médicament prescrit aux jeunes aux prises avec les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. À titre d'attachée politique, elle participe au congrès international du groupe interdisciplinaire freudien de recherche et d'intervention clinique en 2008.
que peut espérer le psychotique aujourd'hui. Donc, Madame Dumaresque a vraiment beaucoup d'expérience. Elle s'est investie par la suite dans la recherche de la maladie de Parkinson en devenant membre de la fondation. C'est une chercheuse ou une chercheur dans l'âme. Elle se fait évaluatrice citoyenne des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Des dernières avancées en recherche à la maladie d'Alzheimer et les troubles neurocognitifs lui permettent de sonder en plus les particularités des personnes atteintes en cheminant avec son conjoint dans sa traversée de l'Alzheimer à titre de proche aidante. Donc, merci beaucoup, Madame Dumaresque, de partager avec nous votre expérience très riche. La première question que j'aurais pour vous, c'est qu'est-ce que vous pourriez témoigner des besoins que les personnes proches aidantes ont et de comment on pourrait mieux les soutenir? Oui, tout d'abord, en toile de fond, la personne atteinte d'un trouble neurocognitif, c'est-à-dire une altération des régions cérébrales associées à la pensée et à la mémoire, ne sera plus jamais la même, telle qu'on la connaît. Et sa personne proche aidante, dans ce cadre, met sa vie sur pause, se fait le porte-voix de son proche, tout en cheminant à travers les dédales administratifs et légaux, dont le mandat en cas d'inaptitude qui se doit d'être homologué par le tribunal. Ce sont des exercices qui commandent un doigté, une sensibilité et une force de caractère, parce que ce n'est pas vraiment facile si on ne veut pas s'y perdre soi-même. En fait, je dirais que c'est l'effort inouï, le combat non pareil. Il s'agit bien et bien d'une rupture avec l'existant. Le conjoint ou la conjointe aide son proche au passage de la perte d'autonomie progressive vers la dépendance extrême. Le séquençage des besoins fondamentaux d'Abraham Maslow, considéré comme le père de l'approche humaniste, s'inverse. Force est de considérer l'inflexion qui rabat les cartes de la théorie des besoins. Indéniablement, la personne proche aidante devient le parent d'emprunt de la personne chère atteinte d'Alzheimer. Le point d'ancrage s'en trouve de beaucoup fragilisé. Un lien d'amour réel doit exister entre eux, en prenant au mieux en compte l'ancienne personnalité de son proche et ses désirs actuels. En fait, c'est un ultime don de soi. Le projet de loi numéro 56 visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant certaines dispositions législatives aidera à faire reconnaître et à soutenir ces personnes dans leur rôle. En fait, il s'agit d'un mémoire du Collège des médecins de septembre 2020. D'autre part, les gens s'appauvrissent lorsqu'elles doivent être hébergées en CHSLD. Certains ont dû vendre leur maison, leur havre de paix, bâti des fruits de leur labeur, de leur valeureux travail, s'extraire des odeurs de son chez-soi qui peuvent remonter jusqu'à l'enfance, de ses mets préférés, du confort de son lit douillet, ne plus observer les oiseaux qui se dandinent d'arbres, ces arbres majestueux devenus au fil des années, ainsi que la beauté et les riches coloris des fleurs semées ici et là sur l'herbe fraîche. Ne plus câliner non plus nos animaux de compagnie. Être fier de sa compétence biographique. Mettre de côté son sentiment d'appartenance à sa communauté. Ne plus conduire sa voiture. En fait, les personnes atteintes de troubles neurocognitifs laissent tout derrière elles. Et je ne veux pas faire peur aux personnes qui sont au stade léger, là, mais je parle de mon conjoint qui était atteint jusqu'au dernier moment. Dit autrement, une perte de repère, il s'agit d'une perte de repère qui détruit l'esprit et la liberté intrinsèque. En CHSLD, il faut sentir standard et ainsi donc ne plus ressentir. On pense pour elle, on agit pour elle, on décide pour elle. C'est une interprétation courante qui en appelle à la docilité. Confrontée à des étrangers dans un milieu inconnu,
cela va sans dire. Ce qui place la personne proche aidante dans une pauvreté exacerbée par un tel cataclysme dans leur vie. Sans oublier qu'il existe des proches pour qui seul l'argent est alors en cause et de savoir à qui il revient et de démontrer une attention particulière, sinon une intention de soustraire la personne malade de son autodétermination. Une personne ne peut pas être légitimement contrainte d'agir ou de s'abstenir sous prétexte que cela serait meilleur pour elle, que cela la rendrait heureuse ou que, dans l'opinion d'un autre, agir ainsi serait sage ou même juste. En fait, c'est tiré de Sophie Moulias, en fait, c'est son doctorat à l'Université de Paris-Descartes. Ce qui reste chez la personne atteinte d'Alzheimer, c'est le ton de sa voix, du toucher, son rire, de ce qui émane du cœur au niveau des sentiments envers la personne proche aidante, de la part de sa personne aimée, dans mon cas, c'était mon conjoint. Mon conjoint ne voulait pas que je pleure. Il me regardait avec tendresse. On entend souvent dire que la personne souffrant d'Alzheimer finit par ne plus reconnaître la personne qui chemine à ses côtés. Je bémolise cette croyance qui n'est pas inéluctablement avérée. Je suis ici pour en témoigner. Quand j'arrivais au CHSLD, surtout après les 55 jours du décret, mon conjoint pleurait et répétait sans cesse « Diane, Diane, Diane ». Il pensait que je l'avais abandonné. 3 jours avant son décès, une fois arrivé dans sa chambre, j'ai compris que son état de santé délicat méritait des soins de confort. J'ai demandé la présence de l'infirmière-chef et du médecin de garde. Le protocole de fin de vie s'est alors mis en branle. J'ai déchanté, et je vais vous dire pourquoi, car le prêtre, au lieu de bénir mon conjoint par le rituel d'eau bénite, il s'est servi d'huile d'olive, et je l'avais remarqué dans sa petite bouteille. Le réel rituel en contexte s'est produit lorsqu'un préposé aux bénéficiaires, Miguel, un jeune homme d'appartenance religieuse différente, qui s'est penché vers mon conjoint. Il a prié celui qui a permis le don de vie à mon conjoint de maintenant ramener vers lui cette vie. Ce fut un moment d'une rare intensité spirituelle. Étant membre du mouvement Albatros du Québec, dont la mission est l'accompagnement en fin de vie, lorsque j'ai ressenti que mon conjoint était en route vers la traversée du miroir, je me suis penchée à son oreille. Je lui ai dit, « Guy, tu vas mourir. Tu vas faire un beau voyage. Ma est là qui t'attend. Va rejoindre Ma. Et moi, je vais t'aimer toute ma vie. » Je parle ici de Ma parce que Guy était très attaché à sa mère et pour rien au monde, il n'aurait voulu faire de peine à sa mère. Je me suis assise au pied de son lit. Je lui ai massé les jambes et les pieds. Mes yeux fermés, un soleil lumineux m'a traversé l'esprit. J'ai alors ouvert mes yeux et mon conjoint était décédé. Son visage exprimait la paix. Une joie solennelle s'est logée au plus profond de mon être. Je suis restée à son chevet environ 2 heures ensuite après son décès, assise au fauteuil à ses côtés. J'étais sans voix, sans ressenti, vide. J'étais avec, tout simplement. Dès que la mort arrive, nous quittons le cocon et sommes libres comme un papillon, d'où la symbolique du papillon inséré au corps physique du mourant. Elisabeth Kubler-Ross, pédiatre, psychiatre et docteur en thanatologie de renommée internationale, présente les étapes du deuil comme suit. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Telle catégorisation viatique ne se présente pas nécessairement dans l'ordre indiqué et n'est pas univoque pour tout le monde. Bien que de fortes contraintes au niveau émotionnel, autant pour la personne atteinte de troubles neurocognitifs que pour la personne proche aidante, dont la route qui se présente à elle,
c'est la reconstruction, une réorganisation de sa vie, de la vie de la proche aidante que j'ai été, pour répondre aux obligations liées à toute vie en société, et ce, en contexte de deuil. Je pense ici au deuil blanc qui naît lors de la survenue de la maladie et au deuil qui comme mécanisme de faire face une fois la personne décédée. Empêcher l'accès au CHSLD aux proches aidants a eu un impact négatif sur la santé mentale et psychologique des résidents. Et c'est ce que Mme Marie Rinfret, la protectrice du citoyen, nous apprend. L'isolement est particulièrement difficile pour eux, a expliqué Dr. Noa Ben Gahed, directrice de la recherche, du développement de la qualité des services au sein de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. La ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, tient à rappeler le rôle essentiel de ces personnes, c'est-à-dire les proches aidants, et à réitérer son engagement afin de nous offrir davantage de soutien et de reconnaissance. C'est cité ça vient du cabinet de la ministre Marguerite Blais. Voilà pour la question numéro 1. Merci, Madame Dumarest, de votre témoignage, c'est très touchant. Ensuite, je voulais vous demander, de votre point de vue, quels sont les besoins des personnes qui ont un trouble, qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur? Je dirais qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer vit un drame incommensurable. En fait, cette pensée-là vient de l'Institut universitaire en santé mentale de Douglas en 2014, mais je me rends compte que c'est tout à fait vrai. Quand un voisin, une voisine vit sur une unité CHSLD et qu'elle est en fin de vie, cette personne, et qu'elle décède, les résidents le ressentent et réagissent à leur façon. Les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif en CHSLD sont beaucoup plus que l'on pense à l'écoute de leur entourage. J'ai observé que des personnes atteintes d'Alzheimer communiquent entre elles, s'écoutent avec attention, rient ensemble. J'en parle et il me semble que je vois Guy avec d'autres personnes. Mais on n'y comprend pas grand-chose. Mais si au cours de ces phases de perte de capacité linguistique, ils sont accompagnés par un être qui les aime, c'est-à-dire une personne proche aidante, ils peuvent atteindre le stade de l'acceptation. Ces étapes par lesquelles traversent aussi les personnes proches aidantes. Je vous cite un exemple, mon conjoint, dont une dame occupait une chambre en face de la sienne. Il s'est mis à pleurer quand il a vu la dame en état de mort certaine. Il s'est tourné vers moi, m'a regardé dans les yeux. Un regard de désespoir qui en disait long sur le microcosme, la terreur et le va-et-vient des autres résidents et du personnel soignant en pareille circonstance. Il m'est arrivé d'expliquer à mon conjoint que ce que l'on vit, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ma faute, c'est à cause de la maladie d'Alzheimer que nous vivons à l'hôpital. Mais on est ensemble, toi et moi. Et on pleurait tout en se serrant intensément. Mon conjoint était souvent conscient de son état de santé physique et cognitif douloureusement diminué. En fait, c'est un deuil de l'ego. D'autant plus qu'une soi-disant nouvelle consigne, dans le cadre de la COVID-19, a été d'enlever de la chambre des résidents toutes les photos. Et même les couvre-lits personnels. Le voisin de la chambre d'à côté de mon conjoint n'a jamais de visite. Alors, son seul contact avec l'extérieur demeure ces photos qu'il a dû enlever. Au seuil du grand départ, la personne moribonde désire être entourée des proches et ou de ses amis, ce que le contexte du SARS-CoV-2 n'a pas permis. Dr. Joanne Yu, en entrevue à l'émission Tout le monde en parle, le 3 mai 2020, nous invite à considérer que les gens ne se rappelleront pas tout ce qu'on a fait par rapport au lavage des mains puis au masque. Ils vont se rappeler qu'ils n'étaient pas là quand leur mère est décédée et qu'ils n'ont pas pu lui faire de funérailles. L'homme n'est pas fait pour mourir tout seul.
Et je viens de citer Dr. Joanne Liu, qui elle est professeure à l'École de santé des populations et de santé mondiale de l'Université McGill sur les urgences pandémiques et sanitaires. Bref, Dr. Liu a un cheminement que je n'aurai pas le temps de tout décrire aujourd'hui. Dans le cadre du décret entré en vigueur le 16 mars 2020 par notre premier ministre François Legault, il s'est agi d'un contexte politiquement et psychologiquement instable qui s'est ajouté à la maïeutique de nos personnes chères en CHSLD, dont la solitude, tout en tenant compte du port du masque, des lunettes étranges à porter, je vous en ici, des lunettes étranges à porter, d'une jaquette, en fait, l'équipement de protection individuelle. Au début, mon conjoint me tirait sur la jaquette jaune. Je portais une jaquette jaune. J'ai compris qu'il serait plus admis de sa part que j'en porte une bleue, comme celle qu'il porte en milieu hospitalier. Tel changement multiplie la fragilité émotionnelle. La COVID-19 représente vraiment un défi médical continu. Le syndrome de Takotsubo décrit en fonction de 2 scénarios différents, dont l'un est comme une conséquence indirecte secondaire du fardeau psychologique imposé par la quarantaine et l'isolement social. Bien que le stress provoqué par cette quarantaine soit un résultat du stress puissant associé à la pandémie actuelle, des résultats contradictoires ont été rapportés. Mais il serait bon, donc, de mener des études supplémentaires pour en déterminer la véritable incidence. Bien que le savoir n'aidera personne, le savoir seul n'aidera personne. Si vous n'utilisez pas, en plus de votre tête, votre cœur et votre âme, vous n'aiderez personne. Je viens de citer Elisabeth Kubler-Ross qui dit que la mort est un nouveau soleil. Les effets de l'Alzheimer mènent à des difficultés de concentration, suivies ou chevauchant des pertes de mémoire en constante atténuation, auxquels s'ajoutent des troubles de comportement, dont le développement est lent, mais fatal. Le modèle d'Algaz, en fait, nous apprend que les symptômes comportementaux et physiques de la démence sont la manifestation comportementale d'un besoin non comblé. Cette étude suggère d'intervenir sur les causes sous-jacentes de ces symptômes comportementaux et physiques afin d'en diminuer la survenue. En fait, je cite ici Sylvie Ray de l'Université Laval en 2014. En l'absence de traitement curatif, le nombre total de personnes atteintes de démence devrait atteindre 82 millions en 2030 et 152 millions d'ici 2050. J'ai pris cette donnée sur le site de l'Institut Pasteur et ça a été écrit en janvier 2019. La personne atteinte d'un trouble neurocognitif devient le miroir de notre propre devenir. Et ça, c'est quelque chose qui nous amène à voir plus loin. Il n'existe pas de traitement à l'heure actuelle pour cette maladie féroce. Le traitement usuel consiste en une castration chimique, l'administration d'un antipsychotique, tel Aldol, et de benzodiazépines pour faire taire leur détresse. J'ai vécu avec mon conjoint la première administration d'antipsychotiques au niveau du deltoïde, alors qu'on lui tirait la jaquette à la hauteur de l'épaule. Une punition non méritée à mon sens le plus humain. Peu de temps après, son tonus musculaire, son regard vague était quasi identique à l'état de McMurphy, l'acteur Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, un film de 1975. Pendant un moment, à la fenêtre de la chambre de mon conjoint, je me suis sentie comme le chef indien qui a arraché la fontaine à eau. Or, le chef indien l'a lancé par la fenêtre et s'est enfui. À l'opposé, j'ai dû vivre cette réalité in vivo, in situ, avec mon conjoint. Nous n'étions pas les comédiens d'un film. Nous étions des personnes sous contrôle du protocole existant dans cet hôpital. La solution que j'ai trouvée, c'est d'aller à son chevet en début de soirée, un peu avant le coucher, de passer les nuits avec lui
et de revenir à la maison le lendemain après avoir déjeuné avec lui. Et il n'a plus fait de crise de panique. Les professionnels de l'étage du centre hospitalier de soins généraux ainsi que les coordonnateurs se sont étonnamment et agréablement surpris du résultat. Pour résumer leurs propos, l'un d'eux m'a dit « Votre conjoint n'est plus le même. » Un gestionnaire lui a dit dans ce cadre « Bonjour, Monsieur Lelièvre. » Et mon conjoint lui a offert une chaleureuse poignée de main comme il savait si bien le faire. Les personnes atteintes de troubles neurocognitifs peuvent présenter un ralentissement psychomoteur allant jusqu'à la somnolence, provoquant potentiellement des chutes au plancher du corridor ou de leur chambre, des nausées, de la polyphagie, des myoclonies, un myosis, ralentissement du rythme respiratoire pouvant aller jusqu'à la dépression respiratoire, dans certains cas mener au décès. Et des médecins en soins palliatifs se sont dit inquiets de dosages potentiellement excessifs. Voilà. Merci, Madame Dumarès. Ça me fascine de vous entendre dire à quel point vous avez été attentive aux besoins, ou vous avez deviné les besoins de votre conjoint, puis que vous avez mis en place ce que vous saviez qui allait lui faire du bien et puis allait l'aider à vivre avec un trouble neurocognitif. Maintenant, j'aimerais que vous nous disiez quels seraient vos conseils pour des professionnels de la santé et des services sociaux. Qu'est-ce que vous aimeriez leur donner comme conseil pour mieux soutenir les personnes qui ont un trouble, qui vivent avec un trouble neurocognitif ou leurs proches aidants? Oui, bien sûr. Parmi les besoins des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, des avenues s'offrent à la société en général. Je vais en citer quelques-unes. Quelques avenues. Tenir compte ou des diagnostics différentiels. Hein, ça, c'est plutôt relié à la médecine. Considérant que 80% des personnes aux prises avec une maladie neurocognitive souffrent d'au moins une autre condition chronique. Offrir aux résidents des CHSLD des services de radiologie, d'optométrie et de dentisterie. Très important. Offrir un verre d'eau à chaque visite à la chambre pour éviter la déshydratation, même si le personnel est en quantité insuffisante pour le changement de culotte de protection. Traiter la constipation au jour le jour. Utiliser les contentions physiques qu'en dernier recours. Et ça, pour moi, c'est très difficile d'exprimer ce que je vais dire, là. Parce que c'est déjà arrivé à mon conjoint, lorsqu'il y a un danger pour la personne atteinte de troubles neurocognitifs et les autres. Considérer, par ailleurs, les personnes proches aidantes comme des partenaires essentiels de soins, tout comme l'équipe soignante. Le médecin doit se faire un père caricaturellement paternel. On respecte l'enfant pour qu'il puisse bien grandir. Il faut respecter le vieillard pour qu'il puisse bien mourir. Aussi, se doter d'une démarche d'accueil pour orienter, informer et intégrer les résidents et leurs proches le plus rapidement possible dans le nouveau milieu de vie. Cette démarche doit être empreinte de chaleur et d'attention. Quand nous sommes arrivés au CHSLD, mi-janvier 2020, en milieu d'après-midi, nous avons été accueillis par une dame aux yeux bleus comme la mer, qui nous a dit « Venez, venez ». Je l'ai serré fort. C'est par cette dame résidant au CHSLD que nous avons été accueillis avec chaleur et tendresse. Il n'y avait personne de l'administration. En fait, je n'ai vu personne. Le lendemain, l'infirmière-chef et un préposé ont conduit mon conjoint à la salle de bain. J'y étais interdite d'entrer. Et au premier dîner, alors que je voulais servir mon conjoint, cette même infirmière est arrivée et d'une voix brusque m'en a empêché. Je suis allée me réfugier dans la chambre de mon conjoint pour pleurer. Cette soignante, qui m'a rappelé Miss Ratchet, l'infirmière dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, m'a dit qu'elle me verrait dans 5 minutes. Elle est arrivée une quinzaine de minutes plus tard. Je lui ai répondu « Vos 5 minutes sont écoulées. »
Je suis revenue à la maison pour reprendre mes esprits et j'y suis retournée pour passer la nuit auprès de mon conjoint sur un lit d'appoint. Faciliter les interventions visant, par exemple, à maintenir ou à améliorer la mémoire, le langage, la concentration, la capacité à réaliser les gestes du quotidien, le moral, l'estime de soi, les relations et interactions sociales et les capacités physiques, telles que la marche et l'équilibre. Éviter le syndrome d'immobilisation, qui contribue à un dépli de siège, un déconditionnement, atelectasie, qui est dévastateur chez la personne et qui cause une atteinte fonctionnelle sévère. Ces interventions visent également à améliorer la qualité de vie des aidants et la qualité de vie au travail des soignants. Privilégier une approche où le résident et sa personne proche aidante font partie intégrante du processus de décision. Des services psychosociaux, de réadaptation, de soins infirmiers, pharmaceutiques et médicaux sont requis pour les résidents en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale. Idéalement, et ça je tiens à le citer, qu'un médecin gériatre ou un neuropsychiatre, bref, un psychogériatre, exerce en CHSLD, du fait que la démence est un syndrome hétérogène clinique avec de multiples causes et de trajectoires variables. Une équipe de chercheurs américains est parvenue à calculer avec précision combien de temps il reste aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs avant que leurs facultés commencent à se détériorer. C'est ce qu'on apprend dans la revue Neurologie. Je vais citer un passage ici en anglais qui concerne une autre catégorie de personnes, je dirais. Homeless individuals are at increased risk of infection with SARS-CoV-2 owing to their lack of safe housing and conditions in shelter and drop-in facilities. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes atteintes de troubles neurocognitifs aussi qui vivent dans la société et dont personne ne semble vouloir se préoccuper. La télémédecine, l'exercice de la médecine à distance à l'aide des technologies de l'information augmente le risque pour le médecin d'enfreindre certains devoirs déontologiques, dont celui de préserver le secret professionnel. C'est cité par l'Institut national en santé et services sociaux dans les principes généraux. Les enjeux éthiques et légaux, notamment l'augmentation du risque de diagnostics erronés, la diminution du contact humain, les difficultés de communication, le manque d'uniformité dans l'obtention du consensus libre, clair et informé, peuvent rendre les individus plus vulnérables. Aucune téléconsultation n'est autorisée pour les patients orphelins ou non connus par le médecin. Québec a mis le holà à la médecine à distance. On note actuellement des poursuites pour erreurs médicales avec l'explosion de la télémédecine depuis mars 2020. Et de surcroît, le personnel infirmier n'est pas nécessairement habilité à gérer une télécommunication en CHSLD. Nonobstant le fait que la téléconsultation permettrait des bénéfices pour le Québec, considérant son territoire très vaste, en termes d'amélioration de l'accès pour les résidents des CHSLD en régions éloignées, ainsi que la réduction des déplacements et des coûts associés à ces déplacements. Intégrer la formation sur la télémédecine en général dans le cursus d'études des étudiants en médecine. Exiger une formation continue sur le sujet dans les médecins qui décident et souhaitent s'y adonner. Il s'agit d'un postulat du Collège des médecins du Québec. Dans les recommandations à l'intention des universités, des étudiants en médecine, de leurs superviseurs. Et c'est quand même relativement proche, c'est écrit le 29 mai 2020. Par ailleurs, ce processus de gestion, et là je vais parler des chercheurs, processus de gestion et de partage des données encourage le partage et la diffusion des produits de la recherche
au sein de la communauté scientifique, à savoir augmenter la visibilité et l'impact du travail des chercheurs, favoriser les collaborations scientifiques, permettre des recherches interdisciplinaires pouvant déboucher sur des innovations. Ce que l'Institut Pasteur dit, elle s'est dotée d'une nouvelle politique de gestion et de partage des données. La médecine, selon moi, est entre l'arbre et l'écorce. L'arbre, c'est la personne atteinte de troubles neurocognitifs. L'écorce, c'est-à-dire le politique, les gouvernements, l'État. La responsabilité de la personne de confiance est plus morale que juridique, par contre, à l'heure actuelle. J'ajouterais que les technologies de l'esprit ouvrent un continent immense que l'homme va devoir normer par la volonté et par l'éthique s'il veut lui donner sens et finalité. En fait, j'ai tiré ça du Sans-Papier, le journal de la communauté télé-universitaire, dans ma recherche sur la cybernétique, une technologie de l'esprit, et je me suis permise de me citer mai 2008. Voilà. J'ai pensé à moi aussi. Merci, Madame Dumaresque. On voit que vous avez lu beaucoup et que vous avez pris le temps de digérer tout ça et de relever dans toute cette documentation ce qui vous semblait essentiel pour mieux soutenir les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et leurs aidants. Vu que vous venez de parler de la recherche, j'aurais une dernière question à vous poser. Si vous pouvez nous partager votre expérience de ce que c'est que de participer à un projet de recherche comme celui-là ou comme d'autres. Qu'est-ce qui vous intéresse, qui vous allume là-dedans? Les droits humains sont universels et inhérents à la dignité de chaque humain. La personne atteinte de troubles neurocognitifs, avec l'avancée de sa maladie, dans ce cas-ci l'Alzheimer, devient de moins en moins capable de prendre des décisions pour elle-même, ou si peu, pour en arriver à ne plus comprendre les décisions prises à leur place, vu l'enchevêtrement des troubles neurocognitifs. Je vais dire une phrase qui est quand même assez choquante, difficile. Souffrir d'Alzheimer est comme forger le fer rouge. A human right-based approach is needed for people living with dementia. Quant à moi, personnellement, si je mets toutes ces recherches de côté, bon, je ne peux pas dire beaucoup de mots. Mon langage intérieur est touffu, comme la forêt dans laquelle peu d'entre nous s'y aventurent autrement, comme vivent les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Ce qu'il nous faut à nous, c'est l'étude sans trêve. C'est la nuit, l'âpre nuit du travail d'où se lève lentement l'œuvre, ainsi qu'un soleil. Je cite Montaigne au 16e siècle. Disons qu'on a beaucoup d'améliorations faites depuis. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Et ici, je vais citer Albert Einstein. Est-ce à dire que le vrai travail est à poursuivre? Tous ici, nous pouvons y arriver. Je pense que le temps est venu de réunir tout ce que nous avons découvert dans un langage accessible à tous, afin de pouvoir éventuellement aider les personnes lorsqu'elles doivent faire face à la perte d'un être aimé qui, lui, est en route vers sa mort physique. La maladie neurocognitive abrite un cadran, je veux dire des pans, physiques, au niveau physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Je viens de citer encore Elisabeth Kubler-Ross. Cela étant, depuis tout ce que je viens de dire que j'ai traversé, je perçois les choses autrement. Mes valeurs se sont enrichies. Mes priorités dans la vie ne sont plus les mêmes. Grâce au contact privilégié et inconditionnel auprès de mon conjoint, je me permets maintenant du temps de qualité. C'est le cas aujourd'hui avec vous tous. Vous êtes un public
des chercheurs d'une richesse inestimable, considérant que la science est en constante évolution. Merci à vous. Merci, Madame Dumaresque, qui est un partenaire de recherche avec nous, très précieuse pour faire avancer notre réflexion. Et j'ai beaucoup aimé votre citation sur les droits humains et la nécessité pour mieux vivre avec un trouble neurocognitif, d'avoir au moins un respect des droits humains. Et Oui. c'est essentiel, Oui. essentiel. Merci. Alors, est-ce que nous avons, je ne vois pas de questions dans le Q&A ni de main levée. Donc, on va laisser un petit peu le temps aux gens de poser une question ou de lever la main s'ils veulent discuter avec Madame Dumaresque. En attendant, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux peuvent faire pour donner de l'espoir aux personnes en début de maladie? De leur donner un diagnostic punk comme ça, qu'est-ce qui pourrait aider à avoir de l'espoir? Bien, ce que je dirais, c'est sûr qu'on n'arrive pas comme ça de but en blanc et dire je vais citer par exemple, j'ai un très bel exemple. Une travailleuse sociale est venue ici alors que mon conjoint était, je dirais, au stade léger, moyen de sa maladie d'Alzheimer. Elle venait pour compléter un dossier en tant que travailleuse sociale. Elle était assise à mon bureau, que j'avais bien voulu lui prêter. Mon conjoint était assis en face et j'étais assis près de mon conjoint. Et à 3 reprises, les yeux dans les yeux, la travailleuse sociale, les yeux dans les yeux de mon conjoint. Monsieur Lelièvre, est-ce que vous savez que vous avez une démence? Monsieur Lelièvre, est-ce que vous savez que vous avez une démence? Monsieur Lelièvre, est-ce que vous savez que vous avez une démence? Je suis devenue très inconfortable et je lui ai demandé d'ajouter à son dossier anosognosie. En tout cas, j'ai dû lui épeler le mot, elle ne le connaissait pas. Ce mot-là veut dire que la personne peut ne pas être consciente vraiment ou si peu de son état de santé, de ses troubles neurocognitifs. Je n'ai plus revu cette travailleuse sociale-là ensuite parce que mon conjoint ne voulait plus la recevoir dans notre maison. Et quels sont les mots que vous avez entendus qui vous ont aidé de la part des médecins, des infirmiers, des cliniciens, des travailleurs sociaux? Est-ce qu'il y a des expériences positives que vous avez eues? Bien, en fait, les expériences positives se sont produites soit à l'hôpital de soins généraux, avant que mon conjoint déménage, je dirais emménage en CHSLD. Ce sont les employés, des médecins, des soignants, des personnes atteintes. C'est auprès d'eux que je me suis ressourcée, vraiment ressourcée parce que c'est là où ça se passe, hein, c'est là où ça se passe. On est partie prenante là, de ce qui se passe en CHSLD, en autant qu'on puisse y aller régulièrement. Mais une personne proche aidante ne peut pas être proche aidante et y aller une fois par semaine, c'est impossible. Très bien. Merci, Madame Dumaresque. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je pense que votre témoignage était très complet et très riche. Il me reste à vous remercier et puis à remercier les participants à ce webinaire. Et puis, n'oubliez pas de remplir les questionnaires de satisfaction et de participer, de vous impliquer dans notre projet sur avancer avec un trouble neurocognitif. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.